Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans e-École, le troisième numéro de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de sciences de la vie et de la terre avec le professeur Joseph Niane. Professeur, bonjour. Bonjour, Pape. Comme nous allons parler aujourd'hui de la vie. Notre vie est menacée par le virus. Je pense que les mots de sensibilisation ne vont jamais suffire. Aujourd'hui, la pandémie de Covid-19 suit son chemin, un chemin funeste d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on a enregistré 30 cas, 26 cas contacts et 4 cas communautaires, surtout dans la ville sainte de Touba. Je pense que l'heure est grave et la sensibilisation doit être de rigueur. Absolument, Pape. Et nous devons toujours suivre les conseils qui sont donnés par nos médecins pour pouvoir vaincre cette pandémie. Oui, et comme on parle de virus, vous êtes professeur des SVT, le virus, il est maligne, il entre dans tout. Comment se prémunir de ce virus? Il est partout, dans nos activités, là même où nous sommes. Comment se préserver contre ce virus-là? Les virus, effectivement, sont tous des parasites. Des parasites, c'est-à-dire qu'ils exploitent des cellules, parmi lesquelles, évidemment, hélas, les cellules humaines. Et c'est comme tous les agents infectieux, très souvent, ils ont des hôtes. Ils peuvent passer d'un individu à un autre, et pas forcément entre individus de l'espèce humaine. Les médecins vétérinaires parlent de zoonose pour qualifier certaines maladies pour lesquelles l'agent infectieux passe d'un animal à l'homme. Et plusieurs hypothèses ont été émises concernant l'origine de ce coronavirus. Mais pour se prémunir, on ne le dira jamais assez, il faut suivre toutes les instructions que nous donnent nos médecins qui sont à féliciter, à saluer. Se laver les mains chaque fois, mettre un masque, puisque le virus peut se transmettre non seulement par les contacts, mais également les virus. Quand vous êtes infecté, le virus est pratiquement dans tous les liquides du corps. Voilà. Et pour faire aujourd'hui, parler du cours que nous allons faire dans l'école, le cours de SVT, la fois passée, nous avions parlé de la génétique, mais c'était juste une introduction. Et c'est nécessaire de rappeler l'introduction parce que la répétition, elle est pédagogique dans l'enseignement. Absolument, Pape, vous avez raison. Pour d'ailleurs bien comprendre ce que nous allons faire aujourd'hui, qui est une suite de ce que nous avions fait la dernière fois, il faut répéter. Et d'ailleurs, comme si vous étiez un grand enseignant, et je sais que si vous aviez embrassé la carrière d'enseignant, tout bon communicateur est a priori un bon pédagogue. Oui. Et la dernière fois, nous avions commencé par les bases de la génétique, le croisement de deux races pures. Les races pures, c'est des ensembles d'individus qui appartiennent à la même espèce. Chez les animaux, on parle de race, chez les végétaux, on parle de variétés, mais qui sont donc interfécondes, des variétés interfécondes, des races interfécondes. Nous avions dit que si on croise des individus qui ne se distinguent que par un seul caractère, le croisement est appelé un monohybridisme. Hybridation signifiant métissage. Et nous avions vu que dans de tels croisements, on obtenait une première génération de fils appelée F1, un ensemble d'individus qui ont la même apparence extérieure appelée phénotype. Et si ces individus étaient croisés entre eux, ils engendraient une deuxième génération filiale appelée F2, qui comprenait statistiquement 3/4 d'individus à phénotype dominant, c'est-à-dire à 3/4 d'individus qui ont le caractère qui s'était imposé à la F1, et 1/4 d'individus qui ont le phénotype récessif. Le phénotype récessif étant, entre guillemets, le phénotype de l'individu vaincu à la F1. Et dès qu'un individu a le phénotype récessif, on connaît son patrimoine génétique. On sait qu'il n'a que l'instruction récessive qu'on appelle l'allèle récessif, c'est-à-dire l'instruction qui est vaincue. Et si un individu a le phénotype dominant, c'est-à-dire l'apparence extérieure qui s'était imposée, il peut avoir que cette instruction qui s'est imposée ou avoir l'instruction qui s'est imposée
et l'instruction qui a été vaincue. Mais en regardant l'individu, on ne voit que son apparence extérieure, donc on ne peut pas, a priori, connaître son génotype. Et pour aujourd'hui, on va faire le test cross, c'est-à-dire un croisement dont les résultats permettent immédiatement d'en déduire le génotype, c'est-à-dire l'équipement allélique de l'individu qui a été testé. L'individu dont le génotype est inconnu, il est appelé le testé. Et l'individu dont le génotype est connu, le récessif, on l'appelle le testeur. Et comme l'approche curriculaire a changé, nous l'avions évoqué lors de notre première séance, on a basculé dans l'approche par les compétences. Il est proposé à l'apprenant des activités. L'apprenant doit construire son propre savoir. Le professeur, maintenant, doit être un simple facilitateur. Il propose à l'élève des activités et c'est à travers la résolution de ces activités que l'élève découvre ce qu'il doit connaître et découvre et acquiert en même temps des habiletés et des savoir-être. Et pour ce cours-là, le test cross ou croisement de tests, qu'est-ce que vous nous proposez comme approche par compétence? Voilà, donc l'activité, on propose à l'élève ici une activité qui lui permettra d'acquérir essentiellement deux compétences, comme l'a dit le programme. La compétence raisonnée, c'est-à-dire pouvoir, à partir d'informations qui sont extraites des différentes expériences, les mettre en relation pour expliquer un phénomène ou comprendre un phénomène. Mais également, on va à travers cela aussi, à travers cette activité, faire acquérir à l'élève la compétence communiquer, puisqu'il aura également à écrire des patrimoines génétiques, à écrire des apparences extérieures, donc à traduire un langage ici, à formaliser un langage entre guillemets littéraire, en langage génétique entre guillemets. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, et voilà pour l'activité qui est proposée. Donc la dernière fois, nous avions fait le monohybridisme à dominance et on avait vu qu'à la F2, on obtenait 3 quarts phénotype dominant, 1 quart phénotype récessif. C'était ça le contexte. Et donc, dans un monohybridisme à dominance, comme c'est écrit ici, si l'individu a le phénotype dominant, l'apparence extérieure dominante, a priori, on ne connaît pas son patrimoine génétique. Par contre, ceux qui ont le phénotype récessif, leur génotype est certain, il est connu. Maintenant, la problématique, comment, à partir d'un seul croisement entre individu phénotype à phénotype dominant et un individu à phénotype récessif, peut-on connaître immédiatement le patrimoine génétique de l'individu qui est à phénotype dominant? Pour cela, on nous propose un document, donc on met à la disposition de l'élève un document, c'est-à-dire un support qui lui apporte des informations. Par exemple, ici, les informations apportées sont celles-là. Le croisement d'une souris à phénotype gris, donc une souris grise de la F2 avec des souris blanches, a donné dans certains cas 100% d'une descendance de souris grises, ou bien dans d'autres cas, on a trouvé la moitié des descendants qui ressemblent à la souris grise et l'autre moitié qui ressemble à la souris blanche. Maintenant, on demande à l'apprenant, première consigne, la tâche qui lui est demandée, c'est indique le génotype ou les génotypes possibles d'une souris grise ou bien le génotype ou les génotypes d'une souris blanche. Évidemment, c'est assez facile pour un élève qui a suivi le cours précédent. La souris blanche, qui est une souris à phénotype récessif, n'a que l'allèle récessif. Donc forcément, son génotype est certain, comme nous l'avons dit, elle sera petit b sur petit b. Elle a reçu de sa mère petit b et a reçu de son père petit b. Par contre, une souris qui est grise, elle a le phénotype dominant. Elle peut recevoir de son père l'allèle gris, recevoir de sa mère l'allèle gris, auquel cas on dit elle est homozygote, mais elle peut également, tout en ayant le phénotype gris, recevoir de l'un de ses parents l'allèle gris dominant et recevoir de l'autre parent l'allèle qui est récessif. Et donc, ici, on constate qu'une souris grise
peut avoir deux génotypes possibles. Ou bien elle est homozygote G sur G, ou bien elle est hétérozygote, c'est-à-dire hybride G sur B. Donc je mets ici le corrigé des activités. Oui, allez-y. Corrigé des activités. Et comme c'est une seule activité pour l'instant, je mets corrigé de l'activité. Voilà. Hop. Attention. Voilà. Corrigé de l'activité. Petit 1, on va abréger pour aller vite. La souris grise, quand elle a le phénotype gris, grand G, son génotype, ou ses génotypes possibles, sont G sur G, elle reçoit de son père G, elle reçoit de sa mère G, on dit qu'elle est de race pure, elle est homozygote, ou bien elle peut avoir reçu de l'un de ses parents l'allèle grand G et recevoir de l'autre parent l'allèle petit b. Dans ce cas, on va dire que cette souris-là, elle est grise, mais elle est hétérozygote. Hétéros signifie différent, donc elle a deux allèles différents. Homoios signifie semblable, donc homozygote qui a deux allèles semblables. Par contre, une souris qui est blanche, elle ne peut avoir que blanc. Donc, pour le phénotype blanc, correspond un seul génotype possible, petit b sur petit b. Alors, ensuite, on demande à l'élève, à l'apprenant, de déterminer les allèles portés, par la souris grise dans chaque croisement et d'expliquer les résultats. Dans le premier résultat, on a vu que la souris grise de F2 croisée avec la souris blanche, et cette souris grise de génotype inconnu est généralement appelée le testé. Testé parce que c'est lui qu'on va croiser avec une autre souris pour connaître son propre génotype. L'autre génotype est connu. D'ailleurs, le génotype, la souris dont le génotype est certain, connu, elle est appelée le testeur. Le testeur. Donc, si on demande ici quels sont les allèles de la souris grise testée, je peux dire que dans le premier croisement, on a 100% de souris grises. Si on a 100% de souris grises, cela signifie que la souris grise n'a transmis qu'un seul allèle, l'allèle gris. Elle a donné allèle gris à tous ses descendants héritent de l'allèle gris et tous ses descendants sont gris. Si elle ne donne que l'allèle gris, on peut penser qu'elle n'a que l'allèle gris. D'accord. Donc, et dans ce cas, on dira qu'elle est homozygote. Donc, petit 2. Donc, la descendance est uniforme avec le phénotype gris. Donc, je tire une conclusion. Donc, les gamètes produits par la souris grise ont tous l'allèle gris. Donc, les gamètes, c'est les cellules sexuelles. Les gamètes du testé, c'est-à-dire les gamètes de la souris grise, ont l'allèle grand G. Voilà. Donc, toute la descendance est uniforme avec le phénotype gris. Donc, les gamètes du testé, c'est-à-dire de la souris grise, ont l'allèle G. Et si la souris grise ne donne que l'allèle G, on va en déduire que cette souris grise ne possède que l'allèle G. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc, les gamètes... Et je peux mettre même ici, pour que ça soit plus clair. Donc, tous les gamètes de G ont l'allèle G. Cette souris
grise a donc le génotype, le patrimoine génétique grand G sur grand G. Maintenant, pour le deuxième résultat, on a dit que certaines souris croisées, certaines souris grises croisées avec la souris blanche donnent une descendance constituée pour moitié de souris grises et pour moitié de souris blanches. Oui. Et si on a une moitié de souris grise et une moitié de souris blanche, cela veut dire que cette souris grise a produit deux sortes de gamètes car la souris blanche, elle, n'apporte qu'un allèle récessif, c'est-à-dire un allèle qui ne s'exprime qu'en l'absence de l'allèle dominant. Donc, ce sont les allèles qui sont apportés par la souris grise qui vont déterminer l'apparence extérieure de la descendance. Si la souris grise testée n'apporte que des allèles dominants, toute la descendance a phénotype dominant. Si la souris grise apporte des gamètes, produit des gamètes qui ont, pour certains, l'allèle dominant, pour d'autres, l'allèle récessif, on aura une descendance dont certains ont le phénotype dominant, d'autres le phénotype récessif. Et c'est dans ce second cas qu'on se trouve, puisque gris croisé avec blanc a donné un demi-gris, un demi-blanc. Ça veut dire que ce gris-là a produit deux types de gamètes, des gamètes qui ont l'allèle gris et des gamètes qui ont l'allèle blanc. Si elle produit des gamètes qui ont l'allèle gris et des gamètes qui ont l'allèle blanc, ça veut dire qu'elle possède elle-même allèle gris et allèle blanc. Et on dira que dans ce cas, cette souris est hétérozygote. Donc, ça c'était pour le premier croisement. Pour le second croisement, on a la descendance est constituée de un demi, c'est la même chose que 50%, un demi G plus un demi B. Donc, la souris testée, c'est-à-dire la souris de phénotype grand G, a produit deux sortes de gamètes portant soit l'allèle, soit l'allèle grand G, soit l'allèle petit B. Et si elle produit deux gamètes qui ont soit l'allèle B, soit l'allèle G, la moitié des gamètes a l'allèle B, l'autre moitié a l'allèle G, ça veut dire que elle, donc grand G, la souris grand G, a donc le génotype G sur B. G sur B. Voilà. OK. Donc, pour résumer, oui, le corrigé... de résumer le corrigé en attendant que les élèves puissent prendre le corrigé, de résumer en théorie les deux questions qui ont été déjà répondues, deux questions qui étaient inscrites dans la consigne. Absolument. Merci, Pape. Donc, la première consigne nous demandait, la première tâche demandée à l'apprenant, indique les génotypes possibles d'une souris grise et d'une souris blanche. On a dit, si on commence par le plus simple, la souris blanche, elle a le phénotype récessif. Donc, elle n'a que l'allèle récessif. Elle sera petit b sur petit b. Par contre, la souris grise, qui a le phénotype dominant, peut être de race pure ou homozygote, G sur G.
Elle peut être également hybride, c'est-à-dire être hétérozygote avec l'allèle dominant grand G et l'allèle récessif petit b. Oui. Ensuite, on me demande de déterminer les allèles portés par les gamètes de la souris à phénotype dominant à partir des résultats de chaque croisement. Oui. Premier croisement, tous les descendants sont gris. Si tous les descendants sont gris, ça veut dire que la souris grise n'a produit que des gamètes ayant l'allèle gris. Si elle ne produit que des gamètes ayant l'allèle gris, elle ne possède que l'allèle gris. Oui. Et on va en déduire qu'elle a le génotype G sur G. Par contre, d'autres souris grises, croisées avec la souris blanche, ont donné une descendance hétérogène. 50% ont le phénotype dominant, donc ont reçu l'allèle dominant. 50% sont petit b. Et pour avoir le phénotype petit b, il faut que papa te donne petit b, maman te donne petit b. On en déduit donc que cette souris grise qui a une descendance hétérogène a produit deux types de gamètes, 50% de gamètes ayant l'allèle dominant, 50% de gamètes ayant l'allèle récessif. On est donc hétérozygote ou hybride. D'accord. Voilà. Ça, c'est la réponse à la première question qui est à indiquer le première et G deuxième. pour les génotypes premier et deuxième et déterminer également les allèles portés par les gamètes de la souris G dans chaque croisement, puis expliquer les résultats obtenus. C'est ça? Parfait, oui. Parfait. Et de tout cela, oui. On demande à l'apprenant de proposer une définition du test cross, de proposer une définition de l'expérience qui consiste à croiser un individu qui a le phénotype dominant et donc un génotype incertain avec un individu récessif pour pouvoir, à partir des phénotypes de la descendance, déduire le génotype de l'individu testé. D'accord. Et c'est la troisième question. La troisième question, elle coule de source, donc c'est relativement les informations précédentes pour proposer une définition simple du test cross. Du test cross. Voilà, test cross c'est en anglais, en français on dit croisement test. Donc on dira très simplement à partir de ça que le croisement test, c'est un croisement entre un individu qui a le phénotype dominant, donc qui a un génotype inconnu, avec un individu qui a le phénotype récessif, pour déterminer le patrimoine génétique de l'individu qui a le phénotype dominant. D'accord. Et on l'a vu, les phénotypes de la descendance, pour parler de manière un peu compliquée comme les professeurs de SVT, je peux résumer en disant que dans un test cross, les phénotypes de la descendance, les phénotypes de la descendance sont l'expression des allèles portés par les gamètes du testé. Et dans tout test cross, pour ces apprenants, cela est à savoir, les phénotypes de la descendance d'un test cross sont exactement l'expression des allèles portés par les gamètes de l'individu testé. Et dès qu'on connaît les allèles portés par les gamètes de l'individu testé, on en déduit les gamètes du testé. Et si on connaît les gamètes du testé, on en déduit le génotype du parent, du testeur, le génotype du testé. D'accord. Voilà. Professeur, les exercices peuvent être similaires, par exemple. Et dans ces genres d'exercices, quels sont les pièges que les apprenants font et quand on parle de pièges, c'est-à-dire prendre la mauvaise direction? C'est l'erreur qu'il faut éviter, c'est d'abord ne pas respecter la méthodologie de résolution des exercices en génétique. Les parents, c'est toujours pour connaître le nombre de caractères qui sont étudiés. Savoir est-ce qu'on est dans un monohybridisme, un dihybridisme ou un trihybridisme. Le mathématicien, mon collègue de mathématiques, aurait dit que les parents, leur apparence extérieure, c'est le domaine de définition. C'est ce que les mathématiciens auraient appelé le domaine de définition. Et l'AF1 sert à deux choses en génétique. L'AF1, c'est pour connaître la relation de dominance entre les caractères qui sont étudiés. Ensuite, c'est également pour faire un constat, parce que le cours prochain, on aura à énoncer les lois de Mendel. Et la première loi de Mendel, qu'on appelle loi d'uniformité des hybrides de la F1 vous permet, en plus de connaître la relation de dominance, de pouvoir faire le constat
est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou pas? Est-ce que les résultats de la F1 sont conformes ou non à la première loi? Si elles sont conformes à la première loi, vous pouvez penser à une hérédité autosomale. Si elles ne sont pas conformes à la première loi, vous devez formuler l'hypothèse d'une hérédité liée au sexe. Et l'AF2 nous permet, dans le cas d'un monohybridisme, de confirmer que l'AF1 est hétérogène et donc de pouvoir en déduire le génotype des F1 et ensuite pouvoir en déduire aussi la seconde loi de Mendel. Mais la F2 est surtout intéressante dans le cas du dihybridisme, parce que c'est la F2 qui nous permettra, dans le cas d'un dihybridisme, de savoir est-ce que la troisième loi de Mendel est vérifiée, auquel cas les gènes sont indépendants, ou bien la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée et vous devez formuler l'hypothèse de gènes qui sont liés. D'accord. Voilà. Donc cette démarche est à respecter en génétique. Oui, il y a la démarche, il y a la méthodologie. Il y a également la méthodologie et toujours il faut comprendre qu'un cours, quel qu'il soit, c'est à peu près l'équivalent d'une boîte à outils pour le mécanicien. C'est sûr. Une chose est de disposer d'une boîte à outils, une autre est d'en faire une bonne utilisation. C'est sûr. Et en science, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut également avoir de l'imagination. Voilà. Est-ce que le cours sur la génétique est choisi par les professeurs, c'est-à-dire que est-ce que c'est une leçon qui sort généralement au baccalauréat? Absolument. La génétique, elle est redoutée par les élèves parce que effectivement, c'est l'un des thèmes qui sont les plus évalués au bac. Quand vous faites l'étude statistique, absolument. Il n'y a pas un chapitre dans les 30 dernières années. Le chapitre, il est transversal, il est au cœur du programme de SVT? En fait, c'est parce que, je pense, parce que parfois il est mal enseigné, il faut le reconnaître. Parfois nous l'enseignons mal, nous professeurs. D'accord, mais... Deux, la génétique, elle est globale, ou vous la comprenez, c'est très simple, vous ne la comprenez pas, c'est vraiment compliqué. Ça ressemblera à du chinois. Trois, nous, professeurs également, et certains de mes collègues vont m'en vouloir, la génétique est facile à corriger. Comme elle est facile à corriger, chaque fois que nous abordons la génétique, nous nous empressons de faire une évaluation parce que corriger à la maison est contraignant. Oui. Et quand la correction est rapide, eh bien, vous disposez de temps pour faire autre chose. Donc, pour ces raisons, entre autres, nous évaluons très souvent la génétique. Et également aussi, certains apprenants, après le bac, quand ils n'ont pas bien compris la génétique, ils disent souvent à leurs élèves, méfiez-vous de la génétique, méfiez-vous de la génétique. Ça, il y a une peur psychologique déjà créée. Déjà... Ensuite, elle est récurrente. Les professeurs adorent évaluer en génétique. Et les élèves, malheureusement, si a priori tu as peur d'un serpent que tu veux affronter, il a 1000 chances de te mordre. Alors que si tu n'as pas très peur, je ne conseille pas aux apprenants de s'en prendre à la jambe. C'est juste une métaphore. Voilà, c'est juste une métaphore. Quand vous voyez une mangouste affronter un serpent, vous comprenez très vite que quand vous avez votre adversaire dans votre champ visuel, eh bien, vous pouvez parfois esquiver ces attaques et porter le bon coup. Et le cours prochain, nous allons continuer le cours sur la génétique. Et nous allons parler de quoi ou bien? Oui, on peut, en fait, et c'est vous qui allez décider parce que le cours de génétique est un cours extrêmement long. Oui. Normalement, il nous reste le monohybridisme avec codominance, où aucun des caractères l'emporte sur l'autre. Ensuite, on passe au dihybridisme, à l'étude de 2 caractères, voire 2 caractères qui sont indépendants, c'est-à-dire qui se trouvent sur 2 gènes, sur 2 chromosomes différents. Ensuite, voir la théorie chromosomique de l'hérédité, proposée par Morgan, pour revisiter le monohybridisme et le dihybridisme, puisque Mendel, quand il proposait des lois statistiques, il ne savait pas ce que c'est qu'un gène. Il ne savait pas ce que c'est qu'un allèle, il ignorait les chromosomes, il ignorait la méiose. Et ce qui fait d'ailleurs son génie, c'est qu'il a pu, bien qu'ignorant ce que c'est qu'un gène, ignorant les chromosomes, dire qu'il y a des facteurs
de la première génération qui se disjoignent, qui se séparent au moment de la formation des gamètes. Et cela a été confirmé au début du XXe siècle avec l'hypothèse chromosomique, lorsqu'on a bien compris la méiose. Sutton a formulé l'hypothèse chromosomique qui a été établie de manière formelle par Morgan, un autre Américain qui s'appelle Morgan, et qui a même approfondi les travaux de Morgan, de Mendel, en donnant les exceptions aux lois de Mendel. Il y a également l'exception, dans l'exception à la troisième loi, les gènes qui sont liés et qui restent totalement liés, et dans ce cas, vous voyez qu'on retrouve les résultats d'un monohybridisme en F2 ou dans le test cross, oui. Les résultats du monohybridisme en F2 ou dans le test cross, ou bien vous avez la liaison partielle de gènes, où très souvent on propose aux élèves le test cross d'un dihétérozygote et ils retrouvent dans la descendance des résultats qui ne sont pas conformes à la troisième loi. Il va dire donc que les gènes sont liés, mais il verra qu'il y a une forte proportion supérieure à 50% de phénotypes parentaux, phénotypes des individus croisés, et une faible proportion de phénotypes recombinés. On parle de phénotypes recombinés lorsque le descendant prend un caractère de l'un des parents et un caractère de l'autre parent. Et ce pourcentage de phénotypes recombinés leur permet de connaître la distance relative entre les deux gènes sur le chromosome, mais une distance relative qui est exprimée en centimorgan. Donc la génétique est tellement longue que j'ai envie, je ne sais pas, ça dépendra de vous, on peut soit passer à l'exception à la première loi, puisque l'exception à la première loi perturbe un peu les élèves, ou bien l'exception à la troisième loi de Mendel, ils verront, puisque la deuxième loi n'a pas d'exception, ou bien revenir également, il y a d'autres thèmes très intéressants comme la régulation de la pression artérielle, ou bien les diabètes et la régulation de la glycémie, ou bien savoir également comment nous réfléchissons, ou l'immunologie, venir également expliquer comment notre système immunitaire, comment nous nous défendons contre les microbes, et peut-être faire un petit clin d'œil à ce petit microbe qui nous empoisonne la vie. C'est sûr. Oui. En tout cas, nous aurons largement le temps de détailler tout cela à travers les cours de SVT. Merci, professeur, pour ce cours brillantissime d'ailleurs sur la génétique et plus particulièrement sur le test cross ou croisement de tests. Merci, monsieur Sarr. C'est nous que vous remercions pour tout ce que vous faites pour nos apprenants et pour la communauté éducative de manière générale. D'accord. C'est e-école, c'est du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous avions fait le 3e cours. Rendez-vous demain pour le 4e cours de la semaine dans e-école sur ITV, juste après le point de presse du ministère de la Santé et de l'Action sociale. À l'instant, respectons les gestes barrières, portons les masques pour empêcher la propagation de ce virus. Rendez-vous demain, même heure, sur ITV, c'est e-école.